Bonsoir les jeunes. Voilà la deuxième vidéo à propos des questions de notre roman Le Comte de Monte Cristo. La fois passée, on a répondu à quelques questions des bouclettes. Et voilà, c'est la deuxième vidéo et la suite de ces questions de bouclettes. Voilà mes petits, et bien sûr les prochaines vidéos seront pour la révision de la grammaire. Et voilà cet extrait. Dans le salon où un serviteur les fit entrer, il y a aussi un portrait, c'est celui d'un homme de 35 à 38 ans, vêtu d'un uniforme d'officier général, portant toutes sortes de décorations. Le comte de Morcerf, qui a fait les guerres de Grèce et d'Espagne, est maintenant père de France. Extrait de Monte Cristo. Quel était le nom du comte de Morcerf? Bien sûr, le nom du comte de Morcerf est Fernand, qui est un pêcheur très connu dans toute Marseille. Et comment Dantès se venge-t-il de lui? Bien sûr, cette question se répétait plusieurs années et vous devez expliquer que Dantès a pu réussir à accomplir sa vengeance de Fernand grâce à l'aide de trois personnages essentiels. Son ami Albert, qui est le fils de Fernand, à travers cette amitié, Dantès a pu savoir beaucoup d'informations à propos du travail, de la vie du comte de Morcerf. Deuxièmement, Heidi, l'esclave qu'il avait acheté, après l'avoir acheté, après quelques années, quand elle est devenue une jeune fille, elle est tombée amoureuse du comte de Monte Cristo. Elle décide de lui raconter son histoire. Après avoir connu son histoire, le comte de Monte Cristo a su que Fernand était une raison principale qui a causé la perte des parents de Heidi et la perte de l'avenir aussi de la jeune fille. C'est pourquoi il a pris tous les détails à propos de l'histoire de Janine qu'on a répété plusieurs fois. Il a donné toutes ces informations au Beauchamp, qui est le journaliste, qui est très connu à Paris par sa sincérité, sa franchise. Il lui a demandé de publier un article qui dénonce tout ce qui s'est passé. Après cet article, c'était le grand scandale pour Albert d'abord, qui croit que ce sont des mensonges. Mais après que Beauchamp a pu voyager jusqu'à Janine et se vérifier par lui-même de tout le monde qu'il a publié, il a insisté, il a confirmé à Albert que son père était la cause et la raison de tout ce qui s'est passé à propos de Heidi et sa famille. Et au tribunal, les 4 témoins que Beauchamp l'avait rencontrés et qui ont tout raconté à Beauchamp, ils ont décidé de faire une cause contre Fernand, et ensuite le juge a écouté d'abord le témoignage des 4 témoins, ensuite le comte de Morcerf qui a commencé sa défense par démentir que des 4 témoins et demande au juge de ne pas les croire, et Fernand accuse les 4 juges qui sont méchants, qui sont vénales et qui sont jaloux de lui. Ensuite, à la présence de Heidi, tout s'écroulait, tout s'est bouleversé parce que Heidi a révélé qu'elle est la fille de Ali Bacha Tebela, qu'elle a jeté un coup d'œil vers Fernand, elle a assuré au juge que vraiment cette personne était la cause de sa perte, elle et sa famille, son père, toute sa ville. C'est pourquoi à cet instant, Fernand n'a pas pu réunir la vérité et il a décidé de tirer une balle contre sa tête en faisant sortir un pistolet de sa poche. Il est mort à l'instant au tribunal, ce qui a causé la connaissance de toute la société parisienne de ce que Fernand a accompli contre Janine et la famille de Ali Pacha Tebela. Heidi, bien sûr, est trop contente d'aider le comte de Monte Cristo. Mercedes s'est assurée que son mari et sa fortune étaient une fortune illégale. C'est pourquoi elle et son fils ont décidé de vendre toute la fortune de comte de Morcerf. Ils ont donné l'argent aux pauvres. Deuxième question. Comment Dantès a-t-il pu se venger de son ennemi Danglars?
Que pensez-vous de la fin de ce roman? Et comme j'ai dit, je vais répéter, puisque la question est formée de 2 parties, de 3 parties, on va répondre à chaque partie à part. Alors la première partie, comment Dantès a-t-il pu se venger de son ennemi Danglars? Avec Danglars, il a commencé tout un plan différent, tout un stratagème différent, en travaillant avec lui, en faisant des affaires à travers la banque de Danglars, en ouvrant un crédit illimité à la banque de Danglars et en demandant de grandes sommes que Danglars n'avait pas à l'instant où le comte de Monte Cristo lui a demandé, mais le comte lui a donné un reçu pour que Danglars se rassure qu'il possédait de grandes sommes dans sa banque principale à Rome qui s'appelle Thomson & French. Alors, Danglars, après le départ du comte de Monte Cristo, a pris tout l'argent, toute la somme qu'il avait dans la banque, et cette somme était pour l'orphelinat. Alors, il a pris le reçu, il a quitté la banque, il a laissé le porteur de l'orphelinat voyage à Rome et rembourser l'argent. Il décide de voyager en Autriche, de ne pas retourner encore une fois à Paris parce qu'il y avait beaucoup de personnes à qui il doit de l'argent et il ne donne rien à personne. En voyageant là-bas, en prenant l'argent, en louant une voiture, son projet a été arrêté parce que cette voiture l'a enlevé, l'a jeté dans un endroit inconnu pour lui, qui est dans une chambre qui ressemble à un cachot. Il reste les 24 premières heures, ne voit personne, ne parle à personne. Ensuite, en demandant à manger, il leur a dit qu'ils lui ont dit qu'il devrait payer pour manger. Et vraiment, il paye pour manger et même pour boire. Il a découvert qu'il a dépensé 5 millions de 6 millions. Il s'est affolé. Il ne peut pas continuer. Et c'est l'arrivée du comte de Monte Cristo. Au début, Danglars n'a pas pu découvrir et dévoiler son identité, mais bien sûr, le comte a renforcé son idée, lui a prouvé qu'il est son ami à qui il a causé sa perte permanente pour 20 ans. Ce qui a causé la folie de Danglars. Même le comte lui a laissé le million qui reste, il l'a jeté en plein désert. Même il a cherché un courant d'eau pour boire, il a découvert que ses cheveux sont devenus complètement blanc, ce qui a prouvé finalement qu'il s'est complètement avoué. Et de cette vengeance, le comte de Monte Cristo est très content d'accomplir la deuxième vengeance. Deuxième extrait ici maintenant. Qui êtes-vous? Dites-moi, qui êtes-vous? Je suis le numéro 27. Ne me laissez pas seul. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Qui était le prisonnier qui a communiqué avec Edmond au château? C'est l'abbé Faria. Que savez-vous de lui? Il est un prisonnier depuis 1811, depuis plusieurs années. Il est un vieillard. La souffrance et la tristesse sont très remarquables sur son visage. Il était emprisonné à la suite de la mort du cardinal Spada et du petit Spada. Et le pape, c'est lui qui l'a enfermé en prison parce qu'il était le secrétaire de cette famille. Et cette famille est détestée du pape. Et il a été le pauvre enfermé sans raison logique. Ensuite, comment ce prisonnier a-t-il changé la vie d'Edmond et comment jugez-vous le comportement d'Edmond après sa fuite? La première partie. Bien sûr, ce prisonnier a changé la vie d'Edmond parce que grâce au trésor confié de l'abbé, qui est le plan qui contient l'endroit où le cardinal avait enfermé son trésor, Dantès, après sa fuite, en se mettant à la place de l'abbé Faria, il a pu nager, il a pu se sauver, il a pu chercher le trésor. Il le retrouve dans un endroit qui s'appelle l'île de Monte Cristo. C'est pourquoi il se nomme le comte de Monte Cristo. Il trouve le trésor à l'intérieur d'une grotte qui le transforme en un grand château luxueux. Il voyage autour du monde. Il achète un esclave qui s'appelle Ali, une esclave qui s'appelle Eddie. Ensuite, il a pu s'informer de son passé. Il a su que son père est mort, que Fernand et Danglars, ses amis intimes, étaient les personnages principaux qui ont causé son emprisonnement, sa perte. Ce qui lui a donné l'occasion convenable, incroyable, d'accomplir et de réussir sa vengeance.
Ensuite, Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami de trône que le nommé Edmond Dantès a été chargé par Murat d'une lettre à l'usurpateur. Qui a écrit cette lettre? Comment cette lettre a-t-elle changé la vie d'Edmond? Bien sûr, cette lettre, c'est le contenu de la lettre qui a été écrite par Danglars, l'ami Dantès, et qui était jaloux de lui, que Dantès va être le capitaine et non pas lui. Il a écrit cette lettre par sa main gauche pour que personne ne sache son écriture. Il a écrit cette lettre au procureur du roi. Il a dénoncé dans cette lettre l'histoire de la lettre qui est avec Dantès, qu'il avait prise du Marshal Bertrand et l'empereur Napoléon Bonaparte qui était en exil sur cette île. Et de cette façon, cette lettre qui va être reçue par le procureur du roi, bien sûr, va causer l'emprisonnement de Dantès injustement, va causer le bouleversement de sa vie et bien sûr va changer sa vie au lieu de continuer normalement sa vie à être un capitaine, se marier de sa bien-aimée. Le pauvre était enfermé injustement dans un horrible château et personne ne sort de ce château qu'à la mort. Ensuite, la jalousie et la méchanceté sont très mal payées. Êtes-vous avec cette pensée? Justifiez votre réponse en donnant des exemples tirés de romans. Bien sûr, la jalousie et la méchanceté se concrétisent ici dans ce roman. Tatagassadena se représente Tatamassel dans la personnalité de Fernand et de Danglars. Les deux étaient le premier et le dernier responsable de la perte de Dantès, de sa vie, de sa joie et de son bonheur avec sa bien-aimée. Mais quand Dantès a pu s'enfuir, a pu récupérer sa liberté, il a pu préparer et a réussi brillamment à se venger des deux. Les deux, l'un s'est affolé, l'autre s'est suicidé devant tout le monde au tribunal et qui a causé son scandale. Alors leur fin signifie la méchanceté. Leur fin prouve qu'ils ont gagné leur méchanceté et leur jalousie qui était à mon avis sans raison puisque Dantès était leur ami intime. Justifiez votre réponse en donnant des exemples. Ici, moi, j'ai cité les exemples en parlant de la relation entre les trois et ce qui s'est passé de la part de Danglars et Fernand envers Comte de Monte Cristo ou Dantès et ensuite la réaction de Dantès pour se venger des deux qui ont causé sa perte. Ensuite, alors, vous pourrez venir dîner avec nous? Excusez-moi, Monsieur Morel, excusez-moi, mais je dois ma première visite à mon père. Qui a dit cette phrase? Alors, celui qui a dit cette phrase, c'est Monsieur Morel. À qui? À Dantès. Quelles sont ses raisons pour rendre visite à son père? Dantès voudrait rendre visite à son père parce qu'il voudrait lui parler de son mariage et de ses préparatifs pour les prochaines fiançailles. Que symbolise la personne qui parle à Monsieur Morel dans ce roman? Bien sûr, la personne qui parle à M. Morel, c'est Dantès. Il est le symbole de la naïveté, la bonté, l'indulgence, la sincérité, le courage. Il est courageux parce qu'il est obéissant, parce qu'il obéit aux ordres et aux instructions du capitaine après sa mort. Il est naïf parce qu'il n'a pas bien compris la méchanceté et la jalousie de ses amis intimes. Il est indulgent et il bon parce qu'il aime tout le monde. Il n'a pas du tout pensé du mal envers les autres personnes, parmi lesquelles bien sûr ses amis intimes. Le pharaon ne reprendra la mer que dans 3 mois. On est toujours pressé d'être heureux, mais ce n'est pas l'égoïsme seul qui me fait agir. Je dois aller à Paris. Qui est pressé? Pourquoi? Est-il vraiment égoïste?
Comment? Celui qui est pressé, c'est Dantès. Pourquoi? Parce qu'il voudrait accomplir ses fiançailles le plus tôt possible. Est-il vraiment égoïste? Bien sûr, non. Alors, comment on a dit de lui dans cet extrait qu'il est égoïste? D'abord, cette expression était lancée par Danglars simplement parce que ici, il a essayé de tromper Dantès et pour faire comprendre Fernand qu'il l'aide par tous ses moyens possibles pour qu'il puisse sauver l'amour et la passion de Fernand. C'est pourquoi il a accusé, il a prétendu que Dantès est égoïste, mais en réalité n'est pas du tout égoïste. Au contraire, il voudrait accomplir ses fiançailles le plus rapidement possible pour qu'il puisse voyager à Paris et confier la lettre qu'il avait prise de Marcel Bertrand et Napoléon Bonaparte au comité bonapartiste à Paris. Et bien sûr, mes enfants, Paris se trouve au nord et Marseille se trouve au sud, et ce voyage nécessite bien sûr une longue durée. Que Danglars symbolise-t-il dans le roman? Il symbolise la jalousie, la méchanceté, l'égoïsme, la malice. A-t-il de bonnes raisons pour être jaloux de lui? Bien sûr, non. Parce que chaque personne doit avoir ses qualités et ses défauts. En plus, Dantès est son propre et son ami intime. Il l'aime de tout son cœur. Dantès lui avait tout raconté, lui avait tout confié à propos du secret du capitaine Leclerc qui est mort et de Marcel Bertrand, Napoléon Bonaparte. Alors, il n'a pas du tout raison de cette jalousie. Et chacun d'eux a ses qualités qui le différencient de l'autre. Ensuite, les connaissez-vous, monsieur Fernand? Demande-t-il. Oui, répond celui-ci d'une voix sourde. C'est monsieur Edmond et mademoiselle Mercedes. Qui est monsieur Fernand? Monsieur Fernand, c'est le troisième ami de Danglars et Caderousse qui vient de s'installer avec eux au café de la Réserve dans le quartier catalan. Il est parmi les meilleurs pêcheurs de Marseille. À qui parle-t-il? Il parle à son ami Caderousse. De quoi? Du mariage de Fernand, du mariage de Dantès et Mercedes. Pourquoi? Parce que Dantès vient d'arriver à Marseille et il est sur le point de réaliser et d'accomplir ses fiançailles avec sa bien-aimée Mercedes. À votre avis, la passion incite, motive, pousse les gens au crime? Bien sûr, normalement, non, bien sûr, parce que si la personne aime vraiment l'autre, il ne pense jamais soit à causer la mort de l'autre, soit à causer sa tristesse, son chagrin. Alors, si la passion de Fernand ne peut signifier du tout que c'est de la passion, c'est plutôt de la jalousie, de l'égoïsme. C'est pas l'idée de passion du tout. Fernand aime-t-il vraiment Mercedes? Justifie ton point de vue? Bien sûr, non. S'il l'aime, il pense plutôt à rendre sa bien-aimée en bonheur, en joie, même s'il souffre un peu, mais il cause l'emprisonnement de son bien-aimé. Il le marie après son emprisonnement. Il ne raconte rien à Mercedes durant cette période. C'est de la pure égoïsme et méchanceté, la recherche de son propre plaisir, pas le plaisir de sa bien-aimée Mercedes. Ensuite, Danglars les suit un moment des yeux, puis se tournant, il aperçoit Fernand qui est retombé tout pâle sur sa chaise. Qui Danglars les suit-il? Danglars suit les deux amoureux en haut de la butte. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient trop, ils ne faisaient attention à personne et ils étaient en train de s'embrasser. Il les aime-t-il? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux que Dantès va devenir le capitaine à sa place. Et c'est pas lui. Parce que M. Morel apprécie beaucoup toutes les actions accomplies de Dantès à propos des instructions de capitaine Leclerc. Pourquoi Fernand retombe-t-il sur sa chaise? Parce qu'il est très triste.
il vient de savoir que Dantes vient d'arriver à Marseille, donc cela signifie qu'il va accomplir sa fiançailles avec sa bien-aimée Mercedes. Selon toi, qui est le plus méchant? Bien sûr, Danglars. Pourquoi? Parce que celui qui a eu l'idée, celui qui a réalisé le plan, qui a écrit la lettre, qui a expliqué tous les détails, et il était la cause directe de l'emprisonnement. Fernand Simple Aide, qui a pris simplement la feuille et l'a confiée ou l'a envoyée au comité. Merci les jeunes à votre attention, et voilà pas mal de questions et des extraits à propos de notre roman, et la prochaine vidéo dès le lendemain va être lancée pour commencer la révision de la grammaire. Mais si, n'oubliez pas de mettre like et subscribe.